La course au One Piece a enfin commencé, et tous les prétendants au titre de roi des pirates sont prêts à tout pour espérer s'en emparer. Teach sort de l'ombre pour profiter de l'avance qu'a Law afin de lui voler les rods poneglyphes qu'il a accumulés jusque-là. C'est un combat acharné qui sera certainement décisif pour la suite de l'aventure des Mugiwara, puisque si Barbe Noire l'emporte, il se pourrait qu'avec Pudding à leur côté, ils soient les plus proches de mettre la main sur le trésor que convoite le monde entier. Luffy n'a donc plus de temps à perdre et il ne va pas falloir s'éterniser sur Egghead, et commencer dès maintenant à chercher des informations sur le dernier rod poneglyph qui a disparu depuis plus de 20 ans. Dans tous les cas, le CP0 est en train d'arriver pour en finir avec Vegapunk, et une alliance avec le scientifique et les Mugiwara pourrait alors se créer. D'autant plus que les révolutionnaires entrent désormais dans l'équation, mais ça, on en parlera en temps voulu. Comme d'habitude, je vais diviser la vidéo en 3 parties. On parlera d'abord du combat de Law et Barbe Noire et des objectifs du Yonko, puis on s'attardera sur Kuma et les raisons qui l'ont poussé à se soumettre au gouvernement mondial, pour enfin parler du lien entre Vegapunk et les révolutionnaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour l'analyse complète du chapitre 1064 de One Piece. Le combat entre Law et Barbe Noire fait rage sur l'île des vainqueurs, et le capitaine qui en sortira gagnant continuera sa route vers le One Piece tandis que l'autre signera certainement la fin de son aventure. L'enjeu est donc très important des deux côtés et aucun des deux équipages ne se laissera faire. D'ailleurs, on a une rapide occasion de voir comment se débrouille réellement l'équipage de Law pendant un combat. Jusqu'à maintenant, ils n'ont absolument rien montré, même pendant la guerre de Nigashima, et ça fait plaisir de voir qu'ils sont capables d'aider leur capitaine en se rendant utiles d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont finalement pas si faibles qu'on pouvait le penser, et ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, et se complètent tous assez bien. Entre la force et la résistance physique de Jean Bart, qui peut directement agir comme un bouclier pour laisser la place à Law de se battre sans intervention extérieure, et l'agilité de Sachi et Penguin dans l'eau, qui leur permet de couler les navires ennemis, ou même de rivaliser avec les utilisateurs de fruits du démon, je trouve qu'ils ne sont vraiment pas ridicules. Aokiji et Van Augur se sont donc bel et bien rendus sur le territoire de Big Mom afin de capturer Pudding et profiter de l'éveil de son troisième œil pour déchiffrer les rods poneglyphes. Elle est actuellement sur le bateau du Yonko, juste à côté de la bataille qui est en train de se dérouler, et on apprend que Big Mom serait potentiellement morte suite à son combat sur Onigashima. C'est une nouvelle assez surprenante puisque nous n'avions eu jusqu'à maintenant aucune information à ce propos. Les corps des deux empereurs dans la poche de Magma n'indiquaient rien de spécial, et au chapitre 1040, Mama nous disait que ça n'allait pas la tuer, et qu'elle ferait tout pour se venger de Kid et Law. On sait d'ailleurs que l'équipage de Big Mom, qui était présent sur Wano, ont affronté le Cypher Ball. Ils ont certainement gagné, puisque le groupe du gouvernement n'a plus donné de nouvelles après les avoir croisés. Donc j'ai envie de penser qu'elle est toujours en vie, et qu'elle pourrait réapparaître à un moment ou un autre. En capturant Pudding, Barbe Noire espère pouvoir déchiffrer les rods poneglyphes pour se rendre jusqu'à Loftail. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas si elle a réussi à éveiller son troisième œil ou non. Cette information est cruciale pour Teach, puisqu'elle est directement liée à la réussite de son plan. On sait que Big Mom en avait marre d'attendre qu'elle l'éveille, et avait décidé de s'en prendre à Robin une fois la guerre de Nigashima terminée. Le refus de Pudding à aider Teach, lié à l'impatience du Yonko, pourrait l'amener à subir des tortures assez horribles, surtout quand on sait ce dont il est capable pour arriver à ses fins. Mais si elle ne l'éveille pas du tout, Teach pourrait lui aussi avoir envie de s'en prendre directement à Robin. Un événement qui pourrait déclencher, mais surtout accélérer, la rencontre entre les deux nouveaux empereurs pour la clé qui ouvrira les portes du One Piece. On reprend le combat entre Law et Barbe Noire, et il se termine alors que Teach utilise les pouvoirs de son fruit des ténèbres. Cette technique en particulier lui permet d'attirer et de totalement annuler les pouvoirs des fruits du démon. Grâce à ça, il avait pu attraper Ace sans avoir recours au Haki, une capacité qui désavantage énormément Law, qui pourrait bien voir son aventure se terminer ici même. On a une rapide intervention d'Akainu qui attend que le combat des deux pirates se termine. On ne connaît pas encore véritablement son objectif suite à cet événement, mais j'ai vraiment hâte de le voir agir à nouveau. Le gouvernement est aujourd'hui directement menacé, donc son entrée en scène ne saurait tarder. Le chapitre reprend sur l'île d'Egghead où on retrouve Luffy, Bonnie, Jinbei et Chopper face aux pacifistas qui les poursuivaient. Comme prévu, ils sont sortis vivants de l'explosion et le robot s'est immédiatement immobilisé lorsqu'ils ont changé d'âge grâce au pouvoir de Bonnie. On a d'ailleurs une rêve subtile au dessin qu'Oda avait fait dans le SBS du tome 89 dans lequel il avait imaginé Luffy à 40 et 60 ans dans un futur où il aurait mal tourné.
Dans le dernier chapitre, Bonnie a empêché Luffy de détruire le Pacifista parce qu'il ressemble à son père. On en apprend alors un peu plus sur Kuma et Jinbei nous raconte qu'il était le roi du royaume Sorbet. Son peuple le détestait et il s'est alors fait jeter, le forçant à devenir un pirate. Il a ensuite été capturé par la marine, puis condamné lorsqu'ils ont appris qu'il faisait partie de l'armée révolutionnaire. Mais c'est Vegapunk qui lui permettra de s'en sortir à condition qu'il devienne grand corsaire et qu'il accepte d'être le cobaye de ses expériences sur le clonage et les modifications du vivant, terme d'un contrat qu'il a accepté et qui ont par la suite donné vie au Pacifista. Pourtant, Bonnie nous affirme qu'il n'était pas un tyran comme son surnom le laisse penser. Mais alors, pourquoi il a choisi de se soumettre à un gouvernement qu'il déteste par-dessus tout au point de faire partie de l'armée révolutionnaire qui cherche à le faire tomber? Ses agissements n'ont pas de sens et c'est pour cette raison que Bonnie veut rencontrer le docteur Vegapunk. Selon moi, si Kuma a agi de cette façon jusqu'à maintenant, c'était sur un ordre de Dragon. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur la chaîne, mais je pense que le but du père de Luffy était de réussir à avoir des agents infiltrés au sein du gouvernement mondial. Selon moi, Kuma n'aurait jamais accepté de se soumettre à ce point juste parce qu'il avait quelques regrets durant sa vie de roi ou parce qu'il ne voulait simplement pas mourir. De plus, dans la suite du chapitre, on verra que Vegapunk est lui aussi fortement lié à l'armée révolutionnaire, ce qui pourrait également expliquer beaucoup de choses par rapport à Kuma. Ses agissements vont d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il avait permis à Kuma de sauver les Mugiwara, puis de garder leur bateau pendant plus d'1 an avant de totalement perdre la mémoire. Mais plus récemment encore, Sabo et les autres révolutionnaires qui étaient présents sur Marijois ont réussi à le délivrer et à le ramener avec eux. Malgré le fait que ce soit un robot programmé par le gouvernement mondial, il réussit à répondre aux questions de Dragon sans aucun problème en lui racontant tout ce qu'il a vu. Selon moi, le fait que Kuma puisse répondre au père de Luffy est soit une grossière erreur du gouvernement qui a oublié de le programmer pour ne pas dévoiler d'informations secrètes à leur ennemi numéro 1, ce qui serait un peu idiot de leur part, soit ce n'est pas du tout un hasard et Vegapunk a joué un rôle lorsqu'il menait ses expériences. Kuma ne se soumettrait alors jamais au gouvernement mondial, sauf si c'était nécessaire pour la cause qu'il mène depuis des années. Mais le mystère autour de ce personnage ne s'arrête pas là, puisque Bonnie ajoute qu'il faisait partie d'une race particulière. On ne sait pas encore laquelle, et rien nous a vraiment laissé penser ça jusqu'à maintenant, donc je n'ai pas vraiment de théorie précise sur le sujet. Par contre, au chapitre 951, Big Mom disait à King que pour compléter sa collection, il ne lui manquait que 3 espèces sur lesquelles elle n'avait jamais réussi à mettre la main, à savoir la sienne, les Lunaria, les géants, avec qui elle est en très mauvais termes, et enfin une dernière espèce dont le nom reste encore un mystère. Peut-être que Kuma fait partie de cette dernière encore inconnue, et il est probable que Vegapunk nous en parle plus précisément. En attendant, Bonnie trouve un sabre laser et se prépare à rencontrer le scientifique. On retourne du côté du reste des Mugiwara qui sont ramenés jusqu'à l'île par Lilith. On en apprend au passage un peu plus sur l'île et son laboratoire qui est globalement divisé en 2 parties. Le laboratoire de recherche se trouve au-dessus des nuages et la zone de fabrication et la concrétisation des projets se fait juste en dessous. Vegapunk a été capable de reproduire les mêmes Ilonimbus qu'on retrouve sur les îles célestes à l'aide de la pyrobloïne qui est une particule qu'on retrouve dans le granit marin. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'il a réussi à en produire directement sur Terre et non sur les îles célestes. En revenant de Skypiea, Usopp s'est aperçu que son Milk Ideal refusait de fonctionner et de former de nouveaux nuages. Vegapunk a donc réussi à recréer un climat très spécifique, capable de maintenir ces îlots nuageux pour y installer son laboratoire de recherche. Tous les Mugiwara se dirigent vers le laboratoire, tandis que Brook et Zoro se méfient toujours de Lilith et de ses intentions. Ils préfèrent rester prudents en restant sur le Sunny, et il est possible qu'ils soient les premiers à assister à l'arrivée du CP0 venu tuer le scientifique. C'est au tour du reste de l'équipage de montrer les nouvelles tenues qu'ils vont porter tout au long de l'arc, mais pendant qu'ils se changent avant de pénétrer dans le laboratoire, on voit le Punk 01 Shaka qui prévient Dragon de sa mort qui devrait arriver d'ici peu. L'esprit de déduction de Vegapunk lui permet de comprendre que quelque chose ne va pas et que le gouvernement a découvert quelque chose à son sujet. Peut-être qu'ils n'ont simplement plus besoin de lui, maintenant qu'il a mis en place les Séraphins, ou peut-être que justement le gouvernement a découvert les liens qu'il a avec Dragon et l'armée révolutionnaire. Peut-être que suite aux événements qui ont eu lieu sur Lulusia, il s'est passé quelque chose qui indiquait que Vegapunk agissait pour leurs ennemis. Sabo a peut-être survécu grâce à une technologie du scientifique et le gouvernement l'a découvert. Ou alors le frère de Luffy a donné une information à son sujet qui a été ellipsée lors de la conversation du chapitre 1060 et qui aurait été captée par la marine. Bref, je n'ai pas grand chose de précis à donner sur ce qui aurait pu les pousser à se débarrasser de Vegapunk, mais le fait est que le scientifique sait ce qui l'attend et les Mugiwara vont certainement jouer un rôle dans son sauvetage et son retour auprès des révolutionnaires.
D'ailleurs, ce n'est pas Vegapunk qui parle avec Dragon, mais bien Shaka, le punk 01 caractérisé par le bien. Comme je l'avais dit dans ma review du chapitre 1061 dans lequel les satellites étaient introduits, je pense que Shaka s'occupe de superviser tout ce qu'il peut se passer en dehors du travail de Vegapunk. C'est pour ça qu'il dirige un peu tout le monde comme on l'avait vu avec Lilith, et ce serait pour ça qu'il se charge de prévenir Dragon, pour ne pas perdre le peu de temps qui lui reste avant l'arrivée de ses assassins. La rencontre entre les Mugiwara et le scientifique se fera certainement dans le prochain chapitre, et l'arrivée de Bonnie et Luffy, qui sont liés respectivement à Kuma et Dragon, pourrait facilement l'encourager à s'allier à eux pour survivre. Luffy et son père n'ont jamais été aussi proches d'être réunis, et le début de la plus grande alliance du manga est sur le point de commencer.